Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ARPOD, le podcast de la Société française d'anesthésie et réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts du comité réanimation de la SFAR pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Nicolas Mongardon, anesthésiste réanimateur, exerçant en réanimation chirurgicale à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, pour nous parler d'anévrisme de l'aorte abdominale rompue. Nicolas, bonjour. Pour commencer, pourrais-tu nous repréciser quelle est l'incidence des anévrismes de l'aorte abdo et de ceux rompus? Merci Léa pour l'interview et merci au comité réanimation d'avoir sélectionné cette thématique passionnante. Alors parler des anévrismes de l'aorte abdominale rompue, c'est effectivement aborder d'abord celui des anévrismes de l'aorte abdominale non rompue et il faut évidemment parler de la prévalence. Alors la prévalence de l'anévrisme de l'aorte abdominale dépend de deux paramètres, à savoir l'âge et le diamètre du. Mais néanmoins, si on arrondit à un âge de 65 ans et à un diamètre de 50 millimètres, on trouve dans la population globale une prévalence de l'anévrisme de l'aorte abdominale non rompue de 5 à 7-8% dans la population générale, notamment européenne. Le risque de rupture va dépendre de la loi de Laplace, qui dit que plus le diamètre de cet anévrisme augmente, plus le risque de rupture est important. Et on en vient à la problématique de cette interview. Le rompu est une pathologie rare, puisqu'on considère qu'en France, globalement par an, 10 000 patients vont être pris en charge pour un anévrisme de l'aorte abdominale. Et parmi ces patients, il n'y aura qu'une minorité qui vont être pris en charge dans le cadre de l'urgence, à savoir 10% de ces patients vont présenter un anévrisme de l'aorte abdominale rompu. Les autres étant opérés à froid, en chirurgie ouverte ou endovasculaire, de façon programmée. Donc c'est une pathologie extrêmement rare, puisque ça concerne entre 800 et 1000 patients pris en charge au bloc opératoire en réanimation par an. Et donc, si on répartit ça à l'échelle des centres hospitaliers, notamment ceux qui font de la chirurgie vasculaire ou un bloc d'urgence, ça rend le risque ou la chance d'être confronté à ces pathologies assez faible, ce qui implique également que tout doit être prêt, tout doit être connu pour faire face à cette urgence hémorragique extrême chez ce patient qui va être par définition âgé et qui va présenter, au-delà de cet anévrisme, des tares cardio-respiratoires qu'on ne pourra pas explorer et qui va arriver en choc hémorragique avec la nécessité de coordonner le bloc, la réanimation, le FS, la radiologie et les chirurgiens. Le pronostic de cette pathologie est souvent perçu comme sombre. Est-ce que c'est réellement le cas et comment peut-on améliorer ce pronostic? Alors, le pronostic est effectivement sombre de l'anévrisme de l'aorte abdominale rompue. Parce que si sur une chirurgie programmée, la mortalité est entre 2 et 3%, sur la chirurgie ouverte et endovasculaire des anévrismes de l'aorte abdominale non rompue, la mortalité à J30 monte à 40-50% lorsque cette pathologie est prise en charge dans le cadre de l'urgence. Donc il y a effectivement une marge de mortalité qui est majeure, avec une mortalité qui s'échelonne avec, d'une part, une mortalité préhospitalière qui est importante, des patients qui n'ont même pas le temps de recourir aux structures de soins, on va dire quasiment des patients qui sont décédés, qui décèdent dans leur sommeil, et puis des patients qui arrivent à l'hôpital après une phase préhospitalière marquée par du grand état de choc hémorragique, voire un arrêt cardiaque préhospitalier. Et puis des patients parfois âgés avec des comorbidités qui font qu'ils peuvent être récusés à la phase initiale de la chirurgie. Donc c'est un pronostic qui est extrêmement sombre, avec effectivement comme marge d'amélioration deux axes. Un, la connaissance médicale et chirurgicale, avec, on va le revoir, une amélioration de la prise en charge du choc hémorragique. Un deuxième axe chirurgical sur l'augmentation du recours à la chirurgie endovasculaire. Et puis, une structuration d'une filière de soins sur les urgences cardiovasculaires, puisqu'il y a un effet volume important. Plus le nombre de patients traités pour un anévrisme de l'aorte abdominale ou une pathologie anévrismale aortique en général est élevé, meilleur sera le pronostic, et ce, dans un système de soins occidental. Merci. Et
Et donc maintenant qu'on a fait une introduction de cette pathologie, quels sont les éléments qui nous font évoquer le diagnostic? Alors pour améliorer le pronostic, il faut évidemment porter le diagnostic de façon adaptée. Alors, la triade classique du choc hémorragique chez un patient qui présente une douleur abdominale et qui, à l'examen clinique, présente une masse battante, et la triade classique. D'autant plus qu'elle survient chez un homme âgé de plus de 50 ans avec des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, un patient qui a plus de 50 ans, qui est en choc hémorragique et qui présente des douleurs abdominales, doit être considéré comme porteur d'un anévrisme de l'aorte abdominale fissuré ou rompu jusqu'à preuve radiologique du contraire. Il y a des situations où le diagnostic est un peu plus complexe à évoquer, notamment sur des patients qui présentent un tableau plus trompeur, par exemple d'hémorragie digestive haute ou basse, lorsque l'anévrisme s'est fistulisé dans le tube digestif, ou lorsque la pathologie anévrismale se présente sur un mode d'ischémie de membre, ou sur un choc hémorragique avec un abdomen assez peu parlant sur le plan clinique. Et donc, il faut vraiment évoquer ce diagnostic, c'est un patient en état de choc hémorragique, d'autant plus qu'il est âgé et qu'il est de sexe masculin. Mais par exemple, en cas de tableau similaire chez une femme, et là, on arrive dans un niveau d'errance diagnostique qui est un peu plus important. Et il est clairement montré sur des séries scanographiques, chirurgicales et autopsiques que entre le diagnostic initial posé par exemple aux urgences générales sur des douleurs abdominales et le diagnostic final, qu'il y a 15 à 20% de patients pour lesquels le diagnostic n'est pas posé initialement, ce qui va forcément obérer le pronostic. Et alors, tu as rapidement commencé à nous parler de la confirmation scanographique, mais faut-il vraiment prendre le temps de réaliser une imagerie en préopératoire? Alors oui, il est obligatoire, j'ai envie de dire, avant de pousser au bloc, il est obligatoire de réaliser une imagerie. Alors, réaliser l'échographie va être assez peu informative, puisque l'échographie abdominale, telle qu'on pourrait le faire en mode fast écho pour devant un patient polytraumatisé, est beaucoup plus délicate à réaliser en cas de suspicion d'un anévrisme de l'aorte abdominale, parce que si la rupture est dans la grande cavité péritonéale, en général, si le patient est en grand état de choc, et il est rare qu'on les voit à ce stade-là. Les patients arrivent en général décédés en SSPI ou décèdent en préhospitalier. En revanche, quand l'hémorragie se fait dans le rétropéritoine, c'est là où les patients ont une chance d'accéder à une structure hospitalière encore vivant ou dans un état hémodynamique pas trop précaire. Et là, l'échographie est un examen imparfait sur un abdomen extrêmement douloureux. Donc l'échographie n'est pas à réaliser. En revanche, il est nécessaire de faire une imagerie par scanner injecté pour plusieurs raisons. D'une part, pour confirmer le diagnostic, puisque j'ai rappelé il y a quelques secondes le risque d'errance diagnostique, et donc on peut toujours avoir un diagnostic différentiel de pyélo, d'infarctus inférieur, d'infarctus du myocarde inférieur. Donc, confirmer le diagnostic est essentiel. Et puis, sur ce terrain-là, il y a d'autres pathologies à évoquer, notamment la pathologie aortique de type dissection aortique, qui peut parfois mimer un petit peu sur l'intensité des douleurs et l'existence d'une malperfusion générer un état de choc. Et donc, qui peut mimer ce diagnostic. Donc, une imagerie par scanner injecté est cruciale pour confirmer le diagnostic. On peut également porter un diagnostic différentiel sur un perforé bouché ou d'autres pathologies, donc comme je l'ai dit, une pancréatite. Et puis le dernier point capital de l'imagerie, ça va servir aux chirurgiens pour réfléchir à la meilleure stratégie de prise en charge de l'abord. Est-ce que ça va être un abord ouvert par laparotomie médiane ou par plus rarement l'ombotomie, ou une prise en charge endovasculaire pour exclure la pathologie en cause anévrismale. Et donc, les chirurgiens ont absolument besoin de cette imagerie pour le bilan, on va dire, préthérapeutique. D'autant plus que dans les structures où on fait beaucoup de chirurgie vasculaire, on va pouvoir coupler ça à de la équipementioscopie pour confirmer le diagnostic, on va dire, en direct, c'est-à-dire faire de la fusion d'images pour la mise en place de l'endoprothèse vasculaire et éventuellement de quelques branches. Donc,
L'examen clé, l'examen obligatoire à réaliser en préparatoire est un angio-scanner. Merci, ces éléments sont très clairs. Existe-t-il des spécificités de la prise en charge de la partie du choc hémorragique pour ces patients-là? Alors, les spécificités sont assez similaires à celles d'un traumatisme abdominal fermé chez un patient en état de choc hémorragique. L'urgence absolue va être de faire cesser le saignement. Et donc, il va avoir lieu d'amener le plus vite possible au opératoire le patient. Et donc, assez peu de mise en condition. 2 VVP suffiront, un KTA. Le KT central sera mis après l'induction et après la phase, on va dire, chaude, suraiguë, notamment chirurgicale, pour aller le plus rapidement possible au contrôle du saignement par clampage ou endoclampage. Donc, sur la prise en charge, on va dire, médicale qui entoure cette phase de déchocage, il va falloir faire une réanimation assez prudente sur le plan hémodynamique, à savoir viser enfin, tolérer une pression artérielle avec des niveaux un peu moins élevés, faire de l'hypotension permissive pour gagner du temps, d'une part, et surtout ne pas majorer la pression artérielle qui, si elle était trop élevée, risquerait de majorer le risque de re-rupture ou de majoration du saignement. Donc effectivement, il faut viser 60 de PAM et faire un remplissage vasculaire prudent. Et donc, comme corollaire, débuter la noradrénaline de façon très rapide et très précoce, même d'emblée des phases préhospitalières. Et est-ce que tous ces patients sont pris en charge sous anesthésie générale? Alors le dogme, c'est évidemment d'opérer ces patients en état de choc hémorragique sous anesthésie générale. C'est la règle. Néanmoins, situation hémodynamique la plus défavorable qui soit, avec un rythme de désamorçage extrêmement important, à la fois lors de l'induction de l'anesthésie, où on va risquer de désamorcer la pompe sur les effets notamment vasoplégiants de certains hypnotiques, donc une induction en séquence rapide ne nous exonère pas d'un risque de désamorçage assez important. On va injecter un curare aussi qui peut relâcher la paroi abdominale et qui faisait contre-pression qui contrecarrait un tout petit peu le risque de rupture et qui peut faire désamorcer au moment de l'injection du curare. Et donc, c'est une anesthésie générale extrêmement à risque, une induction anesthésique à risque. Et donc, certaines équipes ont, il y a une dizaine d'années, proposé de réaliser ces patients de proposer, alors attention pour la chirurgie endovasculaire, de faire cela sous sédation, à savoir évoque de Rémy Propofol avec une anesthésie loco-régionale des abords fémoraux bien conduite par les chirurgiens, avec des résultats qui, force est de le reconnaître, sont tout à fait respectables. Et depuis une dizaine d'années, des grandes séries, notamment chirurgicales, ont été publiées avec des résultats qu'il faut considérer. Et donc, le dogme de prendre en charge ces rompus sous anesthésie générale peut être discuté, à savoir une anesthésie locale plus une sédation chez des patients, attention, bien sélectionnés, sur lesquels le choc hémorragique est très largement contrôlé, un patient qui va rester calme, qui va pouvoir rester immobile pendant la procédure. Donc, ça nécessite quand même de très bien réfléchir aux patients à qui on va pouvoir proposer cette prise en charge, on va dire, moins conventionnelle que l'ANC générale, qui doit rester la règle si on n'est pas à l'aise avec ceci. Et donc, ça va être réservé, je pense, à des centres vraiment qui ont l'habitude de cela. Parce qu'il y a un risque de conversion en ANC générale qui est de l'ordre de 15% de toutes les publications. On va endormir un estomac plein qui est en état de choc, qui va bouger. Donc, vraiment une anesthésie à risque. Donc, la balance bénéfice-risque de l'AG à risque versus de l'ALR sédation à risque doit vraiment être mûrement réfléchi dans les premières minutes avant de choisir la stratégie de concert avec le chirurgien. Très bien. Et pourrais-tu nous présenter les principes de la prise en charge chirurgicale? Alors effectivement, le meilleur allié de ce patient, ça va être également l'anesthésie-réanimateur, mais le chirurgien vasculaire. Alors le chirurgien, il a deux abords possibles. Il a soit la chirurgie ouverte, donc c'est
rarement une lombotomie, et plus souvent une laparotomie médiane, qui va permettre d'aborder le collet anévrismal de façon directe et donc de mettre fin au saignement et de pouvoir souffler un tout petit peu et de pouvoir faire une dissection un petit peu plus locale. L'avantage, c'est qu'on voit directement ce qu'on fait. On fait un traitement définitif en mettant en place un tube aorto-aortique ou un tube aorto-biliaque en fonction de l'anatomie. On va pouvoir évacuer l'hématome rétro-péritonéal. Éventuellement, on va pouvoir enlever la vésicule biliaire pour ne pas se poser dans les jours à venir la problématique de la cholécystite ischémique. On va même des fois proposer une colectomie gauche ou une colectomie totale. Et à moyen et long terme, c'est des patients qui vont avoir une survie tout à fait identique à les patients pris en charge par voie endovasculaire. Peu de réintervention et il n'y a pas de risque d'endofuite. Le principal risque à moyen et long terme étant le risque d'infection de prothèse. L'autre possibilité est celle de faire de la chirurgie endovasculaire pure avec des complications en apparence moindres, une mortalité précoce moins importante, moins de transfusion, une DMS plus courte. L'inconvénient en miroir étant qu'on ne va pas traiter le syndrome compartimental abdominal et donc on va peut-être être amené à faire une deuxième intervention en cas de survenue de cette pathologie. Et puis, il y a un taux élevé de réintervention pour endofuite, c'est-à-dire de persistance d'alimentation de l'anévrisme par des collatérales ou par un collet distal ou proximal. Et donc, là, c'est l'objet de grands débats chirurgicaux et d'écoles avec des publications qui sont entachées de biais, puisque on a tendance à proposer la chirurgie ouverte aux patients les plus sévères à qui le clampage doit se faire le plus rapidement, et la chirurgie endovasculaire à des patients peut-être moins instables et surtout qui ont une anatomie plus favorable, puisque pour choisir la chirurgie endovasculaire, il y a un certain nombre de critères à avoir, des critères anatomiques sur un collet qui soit suffisamment long, un diamètre du collet qui soit pas trop important, des angulations artérielles qui ne soient pas trop importantes, et puis il faut un patient qui soit relativement stable et un opérateur qui soit entraîné à la prise en charge endovasculaire. Il faut également aborder un point important, c'est-à-dire que on peut toujours, à la phase initiale de l'admission et quasiment du déchocage, proposer ce qu'on appelle un endoclopage. C'est l'équivalent du Réboa en traumatologie, c'est-à-dire monter un ballon par voie endovasculaire au-dessus évidemment de l'anévrisme, et ça peut se faire sous anesthésie locale en CSPI, qui va permettre de diminuer, enfin de faire même cesser l'alimentation de l'anévrisme abdominal et de stabiliser l'hémodynamique du patient. Et après, une fois que le ballon d'endoclopage a été mis en place, ça ne peut préjuger en rien de la possibilité de faire ou de la chirurgie ouverte ou de la chirurgie endovasculaire. Et donc, le recours à l'endoclopage c'est bien évidemment une discussion et une décision chirurgicale, mais ça peut très sérieusement stabiliser un malade extrêmement précaire et se laisser un petit peu de temps pour stabiliser le malade et puis de décider après ou en chirurgie ouverte ou en chirurgie endovasculaire. Eh bien, merci Nicolas pour tes réponses et cet exposé qui était très complet sur cette thématique. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast ARPOD sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Merci.